est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Le clash Ramlati Ali, Mansour Kamardine, c'était ce mardi à l'Assemblée nationale. Les deux députés de Mayotte n'ont pas adopté une position commune concernant un amendement sur la carte de séjour spécifique à Mayotte. Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions sur la toile. Quelle politique de logement en Outre-mer? C'est pour répondre à cette question qu'une conférence sur le logement est organisée ce jeudi à Paris. Conférence avec les élus mahorais. Le gouvernement entend ainsi relancer la construction du logement social sur le territoire national et en Outre-mer. Le taux de création d'entreprises en baisse, moins 18% par rapport à l'année 2017. Pour autant, il s'est créé pas moins de 758 entreprises l'année dernière. On en parle avec notre invité Djamel Mekaoui, chef du service régional de l'INSEE Mayotte. Mais d'abord, cette information en bref avec ce prisonnier qui s'est fait la belle cet après-midi du côté de la prison de Majicavo. Un important dispositif de sécurité a été déployé sur la zone. À l'heure où l'on parle, on aura peut-être un peu plus d'informations au cours de ce journal. À Mayotte, comme sur la toile, c'est le sujet le plus commenté ces dernières heures. La députée Ramlati Ali, qui rejette ce mardi à l'Assemblée nationale l'amendement visant à supprimer le titre de séjour d'exception spécifique à Mayotte. Elle a en effet émis un avis défavorable tout en reconnaissant avoir co-signé dans un premier temps cet amendement avec son collègue Mansour Kamardine. Anastasia Lagara, Assadi Razafitselou. C'est lors de l'examen de la proposition de loi sur le délai d'intervention du juge des libertés et de la rétention administrative à Mayotte que Mansour Kamardine a choisi de défendre un amendement visant à abroger le titre de séjour d'exception à Mayotte. Une suppression qui permettrait aux titulaires de cartes de séjour délivrées à Mayotte de circuler partout sur le territoire national. Je ne suis pas du tout contre à ce qu'on donne plus de droits aux étrangers, mais elles ne peuvent pas se faire au détriment de nos compatriotes mahorais. Si on amène tout le monde, on agglutine tout le monde à Mayotte, on ne laisse personne pour quitter Mayotte pour aller par exemple dans votre circonscription, eh bien c'est Mme Ramlati et moi qui souffrons. Sauf que Mme Ramlati Ali, rapporteure lors de cette proposition de loi sur le GLD, s'oppose à cet amendement dans son exercice d'équilibriste. Mon cher Mansour, comme tu l'as dit, j'avais co-signé cet amendement. On ne va pas ouvrir d'autres débats sur Mayotte. Vous savez que je suis sensible à tout ça, à titre personnel. À titre personnel, je suis sensible, mais je donne un avis défavorable. Je continue. Un rejet qui fait polémique, surtout que la députée a elle-même reconnu avoir co-signé cet amendement. Un amendement qu'elle a longuement défendu dans le passé. Après la diffusion de cet extrait par Mansour Kamardine sur sa page Facebook, les réactions n'ont pas tardé. Beaucoup d'internautes indignés ont qualifié Ramlati Ali de traître en allant à l'encontre des intérêts des Mahorais. D'autres, en revanche, estiment tout simplement que Mansour Kamardine a tendu un piège à sa collègue. Les soutiens des deux camps, quant à eux, restent infaillibles. Je trouve dommage que cette polémique soit née alors qu'il n'y avait pas lieu. Il s'agissait d'une petite proposition de loi pour corriger une erreur sur le délai de rétention. Il n'y avait pas la place à autre chose. Tous les Mahorais, tous les élus mahorais sont unanimes pour que le titre de séjour dont bénéficient les étrangers ici puisse leur permettre d'aller ailleurs. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas réussi à le faire. Moi, j'avais essayé, les députés l'avaient essayé, Hassani Abdallah l'avait essayé lors de la loi Asile et Immigration. Je tiens vraiment à saluer au passage M. Mansour Kamardine de son travail que les Mahorais soutiennent beaucoup, contrairement à ce qu'on a vu tous, ce n'est pas des trucages. Elle a refusé, elle a rejeté parce qu'elle a oublié que ce sont les Mahorais qui ont voté pour elle. Donc là, elle soutient son parti LR. LRM, voilà, c'est-à-dire la République en marche. Mais elle a oublié que ce sont les Mahorais qui ont voté pour elle. Elle est là pour la cause des Mahorais. Au final, l'amendement sur le délai de rétention a été adopté, avec le rétablissement pour Mayotte d'un délai de 5 jours au lieu de 2 pour saisir le juge des libertés et de la rétention administrative.
Et vous l'aurez compris, Mayotte garde donc sa spécificité sur les titres de séjour, des titres qui permettent aux étrangers de ne circuler que dans le département, département qui n'arrive plus d'ailleurs à compter le nombre de candidats à l'immigration clandestine qui arrivent tous les jours sur ses côtes. Exemple encore ce matin avec un Kwassa arrivé sur la plage de Miambani, commune de Bandjélé, avec une trentaine de migrants originaires des pays des Grands Lacs. Ceux-là ont été appréhendés par les gendarmes, des hommes, femmes et enfants qui seraient passés par l'île malgache de Nosibé, puis en juin, avant de regagner Mayotte. Image signée ici, Daniel Abdou. Et pendant ce temps, à Paris, la ministre des Outre-mer et du Logement ont lancé aujourd'hui la conférence du logement en présence d'élus ultramarins et des partenaires privés. Le gouvernement entend ainsi relancer le logement social outre-mer et sur le plan national avec un budget de plus de 9 milliards d'euros et 1,5 milliard d'euros sera fléché pour l'outre-mer. Hakim Ali Saïd, Massimo Bulgarelli. 1,5 milliard d'euros pour le logement social dans l'ensemble des Outre-mer pour le restant du quinquennat Macron. Le gouvernement juge l'engagement conséquent au vu de ce qui a été fait jusqu'ici en la matière. La politique du logement Outre-mer a besoin aujourd'hui d'un nouveau souffle. 1,5 milliard pour construire des logements de qualité, des logements qui tiennent compte de la transition énergétique nécessaire. Je trouve que c'est peu, 1,5 milliard environ. D'autant plus que M. Hichet disait tout à l'heure que sur la partie de réhabilitation, c'est plus d'1,5 milliard, parce que lui parlait de 5 milliards. C'est vrai que c'est peu. Il est aussi question de réhabilitation. Le gouvernement entend lutter contre l'habitat insalubre et indigne. En la matière, la situation est particulièrement criante en Guyane et à Mayotte. Mayotte, il n'existe pas de logement social. Il y a une dynamique qui se crée actuellement pour la programmation de logement et il est important que nous puissions s'inscrire pleinement sur ce plan logement outre-mer. On nous a demandé de travailler en commun accord avec les collectivités locales et les services de l'État pour pouvoir mettre la question du logement comme une priorité pour tout le monde. Donc le groupe Action Logement propose des solutions comme le plan d'investissement volontaire, le programme Action Cœur de Ville et les prêts au deux bilans. Donc les moyens sont là, il faut faire le nécessaire pour que tout ça soit priorisé et agir rapidement. Pour construire des logements sociaux, il faut encore pouvoir libérer et aménager le foncier, un problème majeur outre-mer. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'Agence française de développement seront des appuis aux projets portés par les collectivités et les opérateurs d'aménagement public et privé. Et vous l'avez vu, des élus locaux étaient donc à cette conférence du logement, des élus attendus également demain à l'Élysée pour le grand débat national dans son volet outre-mer. Près de 200 élus ultramarins face à Emmanuel Macron. Direction Paris tout de suite où nous attend Hakim Ali Saïd. Bonsoir Hakim, alors comment les élus abordent ce rendez-vous? Bonsoir Génial. Une douzaine d'élus de Mayotte ont fait le déplacement. Il y aura également les parlementaires, le président du conseil départemental. Tous vont tenter de porter la voix du 101e département de France dans les salons feutrés de l'Élysée. Les attentes sociales, vous le savez, à Mayotte sont multiples. Il y a ce problème de l'épineux problème plutôt de la pression migratoire dont on a parlé hier encore à l'Assemblée nationale avec toutes ses conséquences sur la vie dans la cité, l'habitat illégal, la surpopulation dans les écoles, le manque de moyens dans les mairies, les sujets ne manquent pas. Les 200 élus ultramarins demain à l'Élysée vont donc devoir se partager la parole. Parmi eux, il y a également une douzaine de maires de l'île de la Réunion, le département d'outre-mer qui a été le plus impacté par cette crise des Gilets jaunes, crise à l'origine de ce grand débat national. Le temps de parole sera assez court, 2 minutes en moyenne par intervention. Pour se faire entendre, il va falloir que les élus soient courts, précis et concis. Et du côté de l'Élysée, comment on se prépare, Hakim ? Eh bien, l'entourage d'Emmanuel Macron à l'Élysée ont fait savoir que le président, lui, il est plutôt heureux et même très heureux avec ce grand débat national. Depuis le 15 janvier dernier, le président s'est lancé dans cet exercice qu'il raffole comme un poisson dans l'eau. Il aime se retrouver dans ces instants de vérité où parfois les échanges sont directs, parfois même très vifs. C'est un exercice qui lui permet d'être au centre du jeu, au sens figuré, comme au sens propre du terme. Si on prend en référence les derniers débats qu'il a eu
eu en province. On serait même tenté de dire qu'Emmanuel Macron trouve du plaisir dans ces moments citoyens. Il perd même la notion du temps. Donc demain, lui, il est disposé à ce que tous les sujets soient mis sur la table. Il va saisir cette occasion pour se faire relégitimer dans ces moments difficiles de la France. Merci beaucoup Hakim Ali Saïd pour toutes ces précisions. Hakim Ali Saïd, notre envoyé spécial depuis Paris. Et puis sachez qu'à l'occasion de ce grand débat national, nous aurons une édition spéciale demain en télé à partir de 16h, édition présentée par Miss Baoudine Bakar. Il se pourrait donc que l'heure de votre journal soit décalée. Dans l'actualité également, la surprise des automobilistes tôt ce matin du côté de Tsararano. Des barrages ont été érigés, bloquant ainsi la circulation. Difficile de savoir qui en étaient les instigateurs. Une enquête a été diligentée pour identifier les fauteurs de troubles. En Liad Boleïssa, Daniel Abdou. Circulation fortement perturbée quelques heures sur la RN à Tsararano, 2 jours après la manifestation violente des élèves qui réclamaient des abribus. Depuis 4 heures ce matin, des individus ont érigé un nombre important de barrages, fait tomber des arbres qui ont été enflammés, bloquant ainsi toute circulation en direction du nord et du sud. Des poubelles étaient encore visibles sur la route, contraignant les automobilistes à les contourner pour pouvoir circuler. Depuis les événements de mardi matin, nos dispositifs ont été reconduits pour sécuriser ce point névralgique, ce point de passage obligé sur la RN1. Et je tenais, par ma présence autant que par les moyens déplacés, à montrer qu'effectivement nous ne pourrions pas tolérer davantage ce type de débordement. Dans les jours à venir, le rond-point de Tsararano en particulier, le lycée devant lequel nous nous trouvons, vont faire l'objet d'une attention toute particulière, de manière à ce que les nuisances dont les usagers de la route notamment ont fait l'objet connaissent un terme. Même les élèves ont été surpris et stupéfaits de voir le lycée vide, pas d'élèves, pas de profs et pas de bus. On ne savait pas qu'on avait barré la route. Normalement, on rentre tous les jours à 7 heures. On est venu au lycée, on pensait qu'il y avait cours, qu'on avait cours. Mais je vois qu'il n'y a personne, les portes sont fermées, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de profs. Du coup, on est là, on attend les autres et aussi les profs. Aucune interpellation selon la gendarmerie qui a mobilisé une centaine de militaires et de gendarmes mobiles. Pas de blessés non plus de part et d'autre. Néanmoins, des investigations sont menées pour connaître et identifier les personnes à l'origine de ces débordements. En Petite Terre, le CIRFA, le Centre d'information et de recrutement des forces armées, se prépare dans un avenir proche à avoir des locaux plus grands, plus d'espace, avec pour objectif de mieux répondre aux besoins de l'armée de terre. La première pierre, en tout cas, du futur centre de recrutement a été posée officiellement ce matin à Dzaoudzi en présence Saïd Hachim et Assadi Rezafiteno. Le bureau du CIRFA, Centre d'information et de recrutement des forces armées, a été créé en 2017 à Mayotte. Il est devenu opérationnel en 2018. Actuellement, ce service exigu ne remplit pas toutes les conditions d'accueil des candidats au recrutement. Avec ce nouvel espace, le bureau passe de 12 à une centaine de mètres carrés. Il aura un fonctionnement identique à celui d'un CIRFA national pour mieux valoriser l'offre de l'armée de terre. On recrute des jeunes entre 17 et 30 ans à peu près, qui peuvent avoir des diplômes, qui peuvent aussi ne pas en avoir, mais présenter des aptitudes et des prédispositions pour acquérir une formation et des compétences. Et on estime que dans un département qui présente un assez fort dynamisme démographique, où on a une jeunesse qui est finalement en attente probablement d'offres, de parcours professionnels, non seulement notre présence peut nous permettre de répondre aux besoins de l'armée de terre, mais elle peut aussi répondre aux aspirations de la jeunesse. En 2018, une quarantaine de jeunes filles et garçons sur 400 candidatures a satisfait au test de recrutement. Une rude sélection, mais un bon départ pour l'offre d'insertion à Mayotte. La sélection est toujours un peu rude. Maintenant, il faut bien partir d'un seuil et puis avancer progressivement, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Et l'une des singularités de notre système de recrutement, c'est que non seulement nous proposons évidemment un métier de soldat et des spécialités, mais en plus, il y a un dispositif d'accompagnement. C'est-à-dire que ça ne se fait pas aussi simplement qu'une fiche de poste dans une entreprise et un CV. Donc là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se découvrir soi-même et de découvrir les talents qu'on a en soi et les prédispositions à exercer un métier et à révéler ses talents au service de la nation.
L'armée de terre recrute 15 000 personnes par an. À Mayotte, 41 candidats ont été recrutés en 2018, soit 2,5% du recrutement national, un taux d'engagement amené à évoluer à la hausse dans l'avenir. Autre grand titre de l'actualité ce jeudi, la baisse des créations d'entreprises à Mayotte pour l'année 2018, moins 18% de création par rapport à 2017, quand la tendance nationale est à la hausse. Eh bien, c'est tout simple, la grève de 2 mois en début d'année dernière est passée par là. Géraldine Lui, Youssouf Ahmed Matoir. Ben Madi, 27 ans, originaire de Mroalé, a ouvert son commerce de contrôle de matériel de survie en 2018. Il fait partie des 758 créateurs d'entreprises cette année-là. Une année peu propice à la création d'entreprises, avec une baisse de 18% par rapport à l'année précédente. Une baisse du nombre de créations d'entreprises due notamment aux mouvements sociaux de février à avril. Sur cette période, 3 fois moins d'entreprises ont vu le jour à Mayotte. J'étais bloqué, je ne pouvais pas circuler comme je voulais. Et du coup, ça a ralenti la création de ma société ici. Mon but, c'est de venir ici pour pouvoir les former par rapport à ça et pour pouvoir leur montrer comment ils s'utilisent en cas de problème en mer, en fait. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé aussi ce prototype-là. C'est une veste qu'en cas d'intempéries ou pour même pour eux, pour leur propre sécurité, quand ils sortent en mer, ils l'ont direct sur eux. Il n'y a pas besoin de porter ce gilet, ils peuvent porter directement la veste qui peut leur couvrir aussi. Ben Madi n'a pas le profil type. Le créateur d'entreprise individuelle en 2018 est une femme de plus de 40 ans qui se lance dans le commerce. Les femmes représentent plus de la moitié des créateurs de commerce à Mayotte, contre 39% en métropole. À noter également, malgré la jeunesse de sa population, Mayotte ne colle pas au schéma national. Ici, la moitié des créateurs ont 40 ans et plus, quand ils sont un tiers en France. Bien que le commerce soit le secteur d'activité le plus dynamique à Mayotte en termes de création d'entreprises, il enregistre une baisse de 32% l'année dernière. Des chiffres très négatifs, mais 2018 fut une année singulière. On ne peut qu'espérer des taux à la hausse pour l'année à venir. Et pour aller plus loin, nous recevons, je vous le disais, ce soir le chef du service régional de l'INSEE Mayotte, Jamel Mekawi. Bonsoir. Bonsoir. Merci tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Alors, au-delà du commerce, comme on l'a entendu dans le reportage, le commerce qui enregistre une baisse quand même de 32%, quels sont les secteurs les plus touchés par cette création de baisse d'entreprise? Oui. Peut-être au préalable, je vais un petit peu recontextualiser. Les études que l'on produit, en fait, elles servent vraiment à éclairer le débat public. Dans les sujets précédents, on a parlé du logement, de l'immigration, on a eu pas mal d'études là-dessus. Et il y a un sujet qu'on essaie d'éclairer au mieux et qui semble important dans le développement de Mayotte, c'est le développement économique. Alors on a 3 sujets qui sont sortis coup sur coup. On a l'inflation la semaine dernière, les créations d'entreprises, c'est un indicateur phare pour mesurer les éléments économiques et savoir si ces tendances sont à la hausse ou à la baisse. Et bientôt, on aura le taux de chômage 2018. Donc ces 3 éléments, on va pouvoir éclairer le débat économique et donner des indicateurs forts aux décideurs locaux pour savoir quelles sont les actions à mener. Donc ça, c'est quelque chose à mettre en place. Politique publique à mettre en place. Donc c'est vraiment très important. Il y a des sujets que vous avez évoqués précédemment qui ne peuvent pas être bien éclairés si on n'a pas de statistiques. Et dans ce cadre-là, on essaye d'être vraiment performant. Alors, comme vous l'avez bien précisé, le commerce est très clairement le secteur le plus dynamique, même s'il a beaucoup baissé cette année. Alors, en deuxième, on a vu qu'il y a aussi des services, du bâtiment qui se construit, mais en moindre mesure. Et la question qui se pose sur ce territoire, c'est qu'on voit qu'avec l'augmentation des importations, avec une balance commerciale qui est très déficitaire, donc on importe beaucoup et on exporte peu, assez naturellement, on est en train de créer une société de consommation qui s'appuiera beaucoup sur l'importation et le commerce. Et donc il y a une question en filigrane, c'est est-ce qu'on peut développer des filières en interne qui soient génératrices d'emplois et qui ne nous condamnent pas en quelque sorte à reproduire le modèle outre-mer tel qu'il se précise dans les autres territoires. Alors le taux de création d'entreprises à Mayotte est parmi, quand même, il faut le dire, les plus faibles de France d'une manière générale. Comment expliquer cela au-delà des grèves, des mouvements sociaux? Alors, il y a un élément qu'on met en avant depuis quelques années, c'est la non-présence du régime de micro-entrepreneurs. Le régime de micro-entrepreneurs, aujourd'hui, marche assez bien en métropole, et en France de manière générale, et il permet 45% de la création d'entreprises. C'est un dispositif par rapport aux applications de droit locaux qui n'a pas encore été mis en place. Donc c'est un élément. Et il y a une autre chose sur laquelle on insiste un petit peu, c'est que notre nombre d'entreprises qu'on a dans nos fichiers, il est un peu surestimé. Parce qu'en fait, à Mayotte, beaucoup d'entreprises ne vont pas faire des démarches de cessation.
lorsqu'elle cesse. Et forcément, ça rend la statistique plus difficile. D'accord. Alors, 758 entreprises quand même créées en 2018, malgré la baisse. Avez-vous noté des particularités dans ces entreprises créées au niveau du statut, du nombre de salariés, par exemple? Est-ce qu'on embauche plus? Je ne sais pas. Alors, les entreprises sont globalement peu employeuses, mais c'est normal. Les entreprises qui se créent, elles ne créent pas beaucoup d'emplois. Hein, c'est vrai aussi en métropole. Là, sur ces choses-là, il n'y a pas de particularisme. Alors, on crée beaucoup d'entreprises individuelles à Mayotte. On n'est pas beaucoup dans le système de société, un peu moins qu'en métropole. Et du coup, ça rejoint un peu le sujet. Il y a beaucoup de statuts de commerçants. Donc c'est vrai que l'exemple que vous avez cité n'est pas du tout dans le profil type. Hein. Votre journaliste l'a bien précisé. On a beaucoup de femmes, peu de jeunes et beaucoup de commerces. Donc l'exemple était un petit peu à l'opposé de l'exemple type. Et je vais revenir juste un petit peu sur ces jeunes. Les jeunes, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, on voit qu'il y a une population qui grandit, une jeunesse importante. Parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Et que pour le coup, alors que la population est beaucoup plus jeune qu'en métropole, on se retrouve à avoir une création d'entreprise des jeunes qui est nettement inférieure à son homologue métropolitaine ou des autres départements d'outre-mer. Merci beaucoup pour ces précisions, Djamel Mekawi. Je rappelle que vous êtes le chef du service régional de l'INSEE Mayotte. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Sur ce plateau. Et on revient avec cette évasion, on l'a annoncé en début de cette édition, avec ce prisonnier qui s'est fait la belle cet après-midi du côté de la prison de Majicavo. Nous retrouvons en direct Alda Alidi. Bonsoir Alda, est-ce qu'on en sait plus sur cette évasion et comment est-ce que ce prisonnier a pu échapper à la surveillance des gardiens? Est-ce que Alda... Est-ce que vous m'entendez, Alda? Est-ce que vous m'entendez, Alda? Oui, génial. Alors, à l'heure actuelle, ce que l'on peut dire, c'est que le détenu se trouvait à l'extérieur du bâtiment au moment des faits. Il avait bénéficié d'un aménagement de sa peine qui lui permettait d'avoir un travail d'entretien des espaces verts. Et c'est vers 15h30, au moment où on lui a confié la tâche d'aller déposer des poubelles derrière le bâtiment, qu'il a profité de l'occasion pour prendre la fuite en direction de Koungou, nous dit-on. Alors, rapidement, les recherches ont été mobilisées. L'hélicoptère de la gendarmerie et plusieurs hommes sur le terrain, mais sans résultat pour le moment. L'homme serait originaire de Bandabois. On nous dit qu'il a pu bénéficier, que s'il a pu bénéficier d'un aménagement de peine, c'est que, a priori, il n'aurait pas un profil dangereux. D'ailleurs, il devait même sortir de prison en septembre prochain. Alors, une enquête est en cours pour savoir comment l'individu a pu échapper à la surveillance des gardiens qui étaient avec lui normalement au moment des faits, d'autant plus que ce n'est pas la première évasion qui survient ici à la prison de Majicavo. Merci beaucoup Alda pour toutes ces précisions. Alda Alidi qui était devant la caméra de Phare au CENI. Vous l'avez donc entendu, ce prisonnier originaire de Bandabois est encore dans la nature à l'heure où l'on parle. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle cet échange à l'Assemblée nationale mardi entre Ramlati Ali et Mansour Kamardine. À l'heure où les députés examinaient une proposition de loi sur le délai d'intervention du juge des libertés et de la détention administrative à Mayotte, Mansour Kamardine a proposé un amendement pour que les détenteurs de titres de séjour à Mayotte puissent aussi aller en métropole. Amendement rejeté par Ramlati Ali, affaire qui a tout de suite déchaîné les passions sur la toile. Darwesh Daoud dans un instant pour le journal en Morée. Très belle soirée et à demain.